Cordiales salutations, chères étudiantes et étudiantes. C'est professeur Louis, Robert Louis. Donc aujourd'hui, c'est un privilège pour moi de procéder à l'étude scientifique, explorer, mieux comprendre la résilience. Ce séminaire, cette présentation intitulée « Surmonter les traumatismes, vaincre l'adversité contre toute attente » a pour but, a pour objectif de permettre une meilleure compréhension, de faire émerger de meilleures connaissances par rapport au concept de résilience. Alors, d'emblée, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va faire un peu d'état des lieux. Alors, une personne sur deux a été ou sera gravement traumatisée au cours de sa vie. Alors, ça peut paraître un peu alarmant pour certains, mais à peu près tout le monde, on connaîtra la perte d'un être cher, la maladie grave par nous-mêmes ou par quelqu'un d'autre, un accident grave, la maltraitance, le viol, etc. Une personne sur quatre encaissera au moins 2 traumatismes graves au cours de sa vie, et diagnostic d'une maladie incurable, etc. Donc, quant aux autres, le commun des mortels, ça sera très, très, très difficile pour nous d'échapper aux épreuves de la vie. Alors, il y a plusieurs auteurs, plusieurs scientifiques dans le milieu qui s'occupent de la résilience, qui de plus en plus commencent à s'apercevoir que en dépit de ces tableaux sombres, en dépit de ces statistiques sombres, il y a de l'espoir. Alors, parmi ces chercheurs, il y a le fameux Primo Levi. Lui, il est un juif. Il a vécu le camp nazi, le camp d'extermination d'Hitler. Et puis, lui, il nous écrit, suite à son expérience personnelle, il s'en est sorti très bien, c'est que nous avons, comme être humain, en tant qu'être humain, nous avons la faculté de creuser un trou, et psychiquement, mentalement, psychologiquement, de sécréter une coquille, une barrière autour de nous. Quoique c'est fragile, mais dans des circonstances qui paraissent complètement désespérées, dans des circonstances dans lesquelles les attentes sont très bas, on a pourtant cette capacité-là. Donc, pour lui, c'est quelque chose de stupéfiant et quelque chose à laquelle on doit accorder beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention. Donc, ce qui est connu, c'est que tout être humain, peu importe nos origines, peu importe là où l'on vit sur Terre, peu importe l'environnement dans lequel on a évolué, on possède tous en nous une source de potentiel, de force et de capacité. Alors, pour certains individus à risque, on a vu qu'ils ont réussi à s'adapter, à se reconstruire, et ce, en dépit de circonstances très, très, très adverses. Et on va voir des études de cas à la fin qui vont nous démontrer comment des individus ont pu vaincre des situations vraiment perturbantes, des traumatismes vraiment au-delà de toute attente. Alors, des chercheurs de plus en plus nombreux s'intéressent au processus. Comment est-ce qu'on peut mener une existence normale malgré des traumatismes importants? Ça, c'est une question qui a beaucoup marqué. C'est une question centrale qui a beaucoup marqué le champ de la résilience pour comprendre comment certaines personnes ont pu vaincre certaines difficultés et puis s'en sortir, en plus avec de meilleures habiletés. Alors, plusieurs praticiens de la psychothérapie ont observé des personnes ayant trouvé le moyen de se développer dans un milieu peu propice et pourtant elles se sont épanouies. Alors, pour les chercheurs, pour les praticiens, pour les psychothérapies, pour les psychothérapeutes, excusez-moi, pour les cliniciens, ce phénomène se présente comme étant la résilience, c'est-à-dire
En termes simples, ça veut dire le fait pour certains individus, par rapport à des situations complètement désespérées, de se remettre à vivre, le fait pour certains individus de faire face à des situations extrêmes, de surmonter des crises de la vie, de rebondir, de se remettre à vivre le plus normalement possible, mais encore mieux et avec de nouvelles habiletés. Ces individus-là s'en sortent avec de nouvelles habiletés. Alors, comment est-ce que, avant d'entrer dans les études de cas, etc., comment est-ce qu'on a pu arriver à comprendre ce phénomène-là qui paraît pour le moins stupéfiant pour les chercheurs? Comment est-ce que ça a émergé? Alors, il y a un psychologue américain du nom de Emmy Werner. Alors, il a mené une étude longitudinale qui s'est étalée sur à peu près une trentaine d'années. Il a observé une cohorte de près de 700 enfants de la naissance jusqu'à l'âge adulte. Alors, ça s'est passé sur l'île de Kauai, à Hawaï. Alors, ces enfants-là appartenaient à des groupes ethniques variés, ils provenaient majoritairement de milieux défavorisés de l'île de Kauai. Ils vivaient dans des conditions socio-affectives, extrêmement précaires. Violence, pauvreté, carence de toutes sortes, carence d'habileté parentale, parce que les parents eux-mêmes de ces enfants-là faisaient face à des problèmes de santé mentale, absence des pathologies, etc. Donc ces enfants manquaient d'un peu de tout. Alors, après avoir suivi ces enfants-là, Werner a remarqué que sur 200 de ces enfants considérés comme étant à haut risque, 70 ont pu évoluer favorablement, sans aucune intervention thérapeutique, et sont devenus des jeunes adultes extrêmement compétents, bien intégrés. Il y en a un même qui est quasiment devenu président des États-Unis. Alors, selon Emmy Werner, ces enfants-là ont réussi à rebondir. Ils ont su rebondir à partir d'une enfance difficile et restent invaincus dans leur parcours existentiel. Alors, le mot rebondir ici revêt une importance extrêmement capitale. Encore, pour qu'une balle puisse rebondir, pour qu'un ballon puisse rebondir, ça doit d'abord toucher le fond et puis pour remonter. Donc, si Mme Werner, Dr. Werner a pu utiliser le terme rebondir pour ses enfants, c'est parce qu'elle a observé au cours des trajectoires de ces enfants-là qu'ils ont pu, en fait, toucher le fond pour ce qui est des difficultés et ils ont su remonter. Alors, résultat de l'étude en 1993, Werner conclut que les enfants à risque élevé de l'étude, ceux qui sont vulnérables mais invincibles, avaient au moins une enseignante ou un enseignant attentionné qui les appuyait. Donc, là, on voit que ces enfants-là étaient en lien avec quelqu'un, une personne significative qui les appuyait, qui était là pour eux. Donc, ces enseignants-là les écoutaient, sollicitaient leur participation, faisaient appel à la participation de ces enfants, etc. Ce qui nous démontre que, à partir de là, on a su qu'il y avait des facteurs qui favorisent, des conditions qui favorisent ce phénomène important, magnifique, qui s'appelle la résilience. Alors, quels sont ces facteurs qui favorisent la résilience, c'est ceux qui s'en sortent? Quels sont les éléments d'intervention susceptibles d'encourager l'émergence de la résilience? D'abord, il faut comprendre une chose très importante. Résilience, ce n'est pas un statut dans lequel on est. Il faut faire très, très attention. C'est que plusieurs ont tendance à penser que certaines personnes naissent résilientes et demeurent résilientes toute leur vie. Ce n'est pas le cas. La résilience, c'est complètement différent d'un statut dans lequel on est. Donc, c'est un processus non linéaire. Il y a des hauts, il y a des bas.
et ce n'est pas un état définitif dans lequel on se trouve. Ça n'existe pas résilience d'un jour et puis résilience pour toujours. On n'est pas résilient par un jour et puis on est toujours résilient, quelle que soit la situation. Il y a des périodes de haute résilience, il y a des périodes de basse résilience. Les personnes résilientes sont en fait souvent des personnes qui gardent une certaine fragilité. Alors, avant de parler de résilience, pour qu'il y ait résilience, il faut la présence d'adversité. On ne peut pas être résilient en l'absence d'adversité. Alors, quand je dis ça, on me dit, mais professeur, qu'en est-il des enfants qui n'ont pas connu d'adversité? Eh bien, ces enfants vont bien carrément, donc ils n'ont pas à faire preuve de résilience parce qu'ils n'ont pas à faire face aux adversités. Donc, c'est un peu ça, une réponse courte, simple, par rapport à des questions comme ça. Donc, il faut la présence d'adversité, il faut des traumatismes, il faut des situations difficiles pour qu'il y ait résilience. Ensuite, il faut qu'il y ait coping. Coping, c'est un terme anglais, to cope, qui signifie faire face, s'adapter. Il faut cette capacité d'adaptation-là, il faut pouvoir déployer un ensemble d'efforts dans sa tête, dans ses pensées, au niveau de la mentalisation. Il faut des stratégies d'ajustement, il faut... certains auteurs parlent de navigation pour faire allusion à ce terme coping. Il faut savoir naviguer, s'ajuster et déployer des comportements pour maîtriser ou réduire ou tolérer des situations difficiles. Sans quoi, on est submergé par situation, puis on va opter pour le suicide, par exemple. Et c'est justement cette stratégie de coping-là qui permet à certains de s'en sortir, pendant que d'autres vont sombrer dans, par exemple, la dépression ou le suicide. Alors, quelles sont ces stratégies de coping? Il y en a 4. On a décelé 4 pour vous. La première, c'est celle centrée sur l'émotion qui vise à réguler, à stopper, à arrêter la détresse émotionnelle. Donc, on est submergé, on est atteint, on est traumatisé, on cherche avec la force de la faiblesse, un peu ce qui nous reste, un petit peu de force qui nous reste, à réguler la détresse émotionnelle, à faire en sorte que la détresse émotionnelle puisse soit se stabiliser, soit diminuer. Donc ça, c'est une stratégie de coping. Deuxième stratégie, celle centrée sur le problème. Il y en a qui vont carrément gérer le problème comme stratégie de coping. Le problème qui se trouve à l'origine de la détresse. Comment est-ce qu'on va faire? À qui on va parler? Qui est-ce qui peut nous aider? Etc. Donc, il y en a qui vont se centrer carrément sur le problème pour pouvoir essayer de s'ajuster. Ensuite, il y a le coping évitant, qui permet par des stratégies passives. Il y a l'évitement, la fuite, la résignation, par exemple, quand ça ne va pas du tout, quand la situation quand la tension, le niveau de stress, de tension émotionnelle devient trop élevé, il y en a qui vont juste partir en vacances, partir, quitter, laisser tout, dire moi je vais partir, je vais fuir un peu, je ne vais pas, ce n'est pas un abandon, mais je veux rester sur mes 2 pieds pour pouvoir retourner faire face à ça. Donc, pour le moment, c'est trop pour moi, c'est ce qui se passe, c'est trop difficile, je n'en peux pas, je n'ai pas les forces, je veux partir un peu, je veux prendre, dans certains milieux de travail, par exemple, certaines personnes vont prendre un congé de maladie, certaines personnes vont partir en vacances, par exemple, mais c'est pas parce qu'ils fuient, c'est comme une stratégie pour mieux faire face à la situation. Et enfin, il y a le coping vigilant qui permet par des stratégies, ça c'est des stratégies très actives, on recherche des informations, on recherche le soutien social, on s'assoit autour d'une table, on se demande quels sont les moyens qu'on a, quelles sont les personnes en place, les personnes clés, quelles sont les informations qui peuvent nous aider à affronter la situation pour la résoudre. Donc,
c'est un peu ça pour les stratégies de coping, mais ce n'est pas encore la résilience. Mais c'est l'étape qui vient avant la résilience. Donc, on est traumatisé, on est atteint, l'anxiété est à son plus haut niveau, on touche le fond, on ne sait pas si on va se relever, on fait preuve de coping, mais on n'est pas encore sorti d'affaires. On n'est pas encore... la situation, on n'a pas encore surmonté l'adversité. Donc, c'est ça qui est important. Donc, autre aspect important encore, c'est que le fait pour certaines personnes de trouver les moyens de faire face à l'adversité, de développer des stratégies de coping, ne veut pas dire que ces personnes-là sont invulnérables. C'est différent de la résilience. On est invulnérable. Les personnes invulnérables ne peuvent être atteintes. Quand on est invulnérable, on est comme le mur, on est comme un statut de fer. Et on ne peut pas être endommagé, vaincu, tant du point de vue moral que de la société. Rien ne peut nous arriver. Donc, ce n'est pas de ces personnes-là qu'on parle quand on parle de personnes qui s'en sortent, qui réussissent à vaincre l'adversité. Alors, quelques exemples de cas, ça c'est l'aspect qui est important. On va voir des cas concrets de personnes fameuses, et pour plusieurs, qui ont réussi à vaincre l'adversité, qui ont réussi à s'en sortir. Alors, il y a le cas de Sabine Darden, où l'affaire Dutroux, il y a eu cette fillette de 12 ans, ça se passe le 28 mai 1996, qui a été séquestrée et sexuellement abusée sans relâche par le pédophile Marc Dutroux, un vrai monstre sexuel. Je ne voulais pas mettre sa photo ici dans la présentation du tout. Donc, Marc Dutroux, ce monstre sexuel épouvantable, impitoyable, il a enfermé Sabine Darden pendant 80 jours dans un sous-sol d'une maison abandonnée en putréfaction, une maison qui puait. Il avait creusé un petit caveau dans des conditions de pourriture, de saleté, et puis c'est là que régulièrement Dutroux utilisait Sabine, la sortait du caveau pour l'amener au deuxième étage où il s'adonnait à des jeux sexuels, il la brutalisait. Dans ses propos, c'est des choses qui sont un peu innommables. Dans ses propos, Sabine Darden décrivait Dutroux comme étant crasseux, puant, graisse afrite, huileux, à la page 223 de l'ouvrage que Sabine Darden a écrit suite à sa libération. Et puis, il racontait un peu, j'ai mis ces phrases-là pour vous permettre d'entrer dans le psychique, dans la tête de Sabine Darden, de comprendre un peu ce qu'elle vivait. Alors, à un certain moment, dans son ouvrage, elle a dit « Je ne devais ni crier, ni faire de bruit ». Alors, imaginez la peine que cet enfant vivait, difficile de pouvoir s'imaginer une telle situation. Donc, c'est la peur, cette situation est caractérisée par la peur, la soumission totale aux abus et dans des conditions complètement abominables. À un certain moment, toujours pour vous permettre d'avoir une idée de l'état d'esprit de Sabine Darden, elle a dit que l'ennui, la solitude commençait à la ronger. Son matelas se décomposait, il y avait des petites bêtes partout. Alors, vous vous imaginez mentalement ce qu'elle a pu vivre. Et ne pouvant parler qu'à moi-même, ça c'est un aspect, quand on parlait de coping tantôt, elle se parlait à haute voix. Bon, je vais boire un verre d'eau, bon, je vais faire ça, bon, je vais prendre mon cahier. Alors, cet aspect, c'est un aspect qui a attiré l'attention de beaucoup. Pourquoi? Parce que, autrefois, se parler à soi-même était le signe d'un problème mental, d'un désordre mental ou d'un début de désordre mental. Mais dans l'étude de la résilience, on a dit non, 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 pas du tout. C'est un signe, dans des situations d'abus, d'isolement, de séquestration, comme celle de Sabine Darden,
c'est une stratégie de coping. Ça permet de survivre parce que soi-même devient son meilleur ami. Soi-même devient la personne avec qui on parle. Alors, ça fait dire à plusieurs auteurs que peut-être Sabine avait été élevée dans un environnement où il n'y avait pas de religion, il n'y avait pas l'aspect religieux, parce que sinon, elle aurait prié Dieu de préférence. Au lieu de s'adresser à elle-même, de se parler, elle aurait prié. Donc, bon, ça, c'est des détails importants, mais fondamentalement, ça, c'est une stratégie d'adaptation extraordinaire de pouvoir se parler à soi-même. Comment est-ce qu'elle a pu imaginer ça? On ne le sait pas. Donc, ce qui représentait autrefois un signe de maladie mentale, c'était bien une stratégie de coping. Ça, qu'est-ce que ça a fait? Ça a permis à Sabine de rester saine d'esprit, de ne pas sombrer dans la dépression, de ne pas sombrer parce qu'elle aurait pu faire un arrêt cardiaque, elle aurait pu tenter de se suicider, mais cette stratégie de se parler à soi-même, de prendre courage avec soi-même, de devenir son meilleur ami, a permis à Sabine de rester saine d'esprit. Dans l'isolement et dans la solitude, se parler à soi-même lui fournissait une compagne sûre. Alors, à un moment donné dans sa captivité, la petite fille d'une intelligence extraordinaire a demandé à Dutroux de lui trouver une copine. Au 77e jour de sa captivité, Dutroux lui amena Laetitia. Alors, vous voyez la perversité de ce monstre sexuel qui s'appelle Marc Dutroux. Il a été kidnappé, une fillette de 14 ans, pour amener à Sabine d'Aden. Alors, mais c'est là que l'histoire va se dénouer, va connaître un dénouement. Alors, c'est à cause de l'enlèvement de Laetitia que les forces de sécurité de la Belgique, parce que ça se passait en Belgique, ont pu retrouver Sabine 3 jours plus tard. Alors, ce qui ressort de ça, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce cas-là? Alors, c'est une fille tout à fait ordinaire, sans prétention. Les personnes qui s'en sortent, les personnes qui surmontent l'adversité, sont des personnes ordinaires. Ça, c'est première observation. Ce n'est pas des surhumains, ce n'est pas des personnes qui ont une capacité surhumaine. Non, c'est des personnes tout à fait comme vous et moi, ordinaires. Et à la suite de son enlèvement, elle est redevenue d'ailleurs une petite fille de 12 ans, mais qui a appris des choses qu'elle n'aurait jamais voulu savoir. Fait important, à la stupéfaction générale des experts et du grand public, pendant 8 ans, croyez-le ou non, après sa sortie de captivité, Sabine a refusé de voir des experts en santé mentale et de parler de ses expériences. Elle voulait simplement reprendre sa vie, retrouver ses amis. C'est ça qu'elle voulait. Elle tenait mordicus à cela. Donc, quand on essayait de l'approcher, on s'inquiétait pour elle. Elle a dit non, non. J'ai déjà pleuré dans ce trou, j'ai déjà assez pleuré, j'ai suffisamment souffert de cet enfermement-là. Tout ce que je veux plus y penser. J'ai échappé à la mort, j'étais vivante, je suis reconnaissante d'être vivant, je suis reconnaissant envers la vie. Plus jamais peur, plus jamais mal. Je veux retrouver mon lit, mes nounous, mes habitudes, retourner à l'école. Donc, elle ne sera pas devenue une héroïne à cause de ça. Non, non. Tout simplement retourner à l'école, retrouver ses amis. C'est vrai qu'elle a été victime, mais c'est une victime vivante sur ses 2 pieds, qui a survécu. L'adversité a cessé, sa vie a repris son cours normal. Alors, c'est là qu'il y a un peu de désaccord parmi les chercheurs, c'est que plusieurs pensent que pour que la personne s'en sorte et devienne résiliente, il faut que l'adversité cesse. Il y a des spécialistes, il y a des chercheurs d'autres écoles de pensée qui disent non, non. Et si on attend que l'adversité cesse, la personne peut mourir parce que ce n'est pas dans toutes les situations que l'adversité doit cesser d'abord. Il faut commencer le processus d'encadrement pendant même que l'adversité commence. Alors, c'est juste pour vous dire les écoles de pensée, tout ça, les divergences au niveau des écoles de pensée par rapport à la résilience. Alors,
Donc, c'est une histoire tout à fait remarquable, mais elle est restée une petite fille ordinaire. Il y a aussi le cas de deux jumeaux. Alors, vu que, en raison de leur âge, on ne met pas leur nom dans cette présentation, alors c'est une étude longitudinale de 71 à 91 par un psychologue tchèque, Jamila Koluchova. Alors, elle a étudié deux jumeaux identiques qui ont perdu leur mère peu après la naissance et pris en charge par un organisme social pendant 1 an. Ces jumeaux sont retournés à leur père et puis qui s'est remarié. Alors la vie semblait aller bien à ce moment-là, mais bang, à un certain moment, leur belle-mère, la femme qui est mariée avec le père, pour une raison qu'on ne sait pas, qu'on n'a jamais su, enferma les jumeaux dès le plus jeune âge dans une cave sombre où personne ne leur parlait, sauf quand on leur donnait un peu de nourriture. Vous vous imaginez? Alors la maltraitance, les abus, ça existe. Ça existe beaucoup plus qu'on le croit. C'est un fait réel, social, auquel on doit faire face, malheureusement. Et c'est tant pis pour nous, parce que je ne pense pas que ces choses-là devraient arriver. Aucun être humain ne devrait passer par ces situations-là. Alors, ces jumeaux ont aussi souffert, entre autres, d'isolement social prolongé, de faim, de froid, de châtiments corporels cruels, extrêmes, sévères. On les battait comme des bêtes, pas toutes sortes de bêtes, parce qu'il y a des bêtes qui sont protégées, mais ces jumeaux-là ont reçu... ils percevaient la parole comme un signal de danger. Alors, vous imaginez, à chaque fois que vous entendez une voix, c'est pour être battu, c'est pour être maltraité. Alors, la voix est devenue une sorte de stimuli de peur. Ça rend peur parce que c'est ce qui précède toujours les séances de châtiment corporel. Et donc, ils percevaient la parole comme un signal de danger. Ils ont également souffert physiquement, manque de nourriture, d'air frais, de soleil et aussi de restrictions considérables du mouvement, immobile. Ils sont restés immobiles pendant longtemps. Ils ont grandi dans un isolement total, séparés du monde extérieur. Ils n'ont jamais été autorisés à sortir de la maison, à voir le soleil, le jour. C'est des situations qui sont pires que la prison. Alors, ils ont souffert de rachitisme aigu. C'est une maladie qui fait en sorte qu'on est complètement sous-développé physiquement. Nos os ne sont pas développés. Un enfant souffrant de rachitisme aigu et qui a, par exemple, 5 ans, va ressembler physiquement à un enfant d'1 an, 2 ans. Donc, c'est pour vous dire. C'est une maladie qui a été pratiquement éliminée de la Tchécoslovaquie moderne. Donc, ces enfants ont été repérés et c'était tant mieux, il était temps que cela arrive. Ils étaient repérés, pris en charge vers l'âge de 7 ans et ils présentaient des caractéristiques d'enfants d'âge de 3 ans avec retard mental sévère. Ils ont dû être portés à la maternelle. À leur âge de 7 ans, ces enfants ont été portés à la maternelle dans un fauteuil roulant car ils pouvaient à peine marcher. Donc, pour vous dire l'état, le retard au niveau langagier, au niveau physique que ces enfants-là ont connu, c'était très, très prononcé. Pour leur communiquer, on utilisait des gestes les plus caractéristiques des enfants plus jeunes qu'eux. Donc, les gestes qu'on fait avec des petits bébés, c'est comme ça qu'on faisait avec ces garçons de 7 ans. Donc, ils pouvaient seulement utiliser 2 ou 3 mots à la fois, avec articulation minimale. Ils ne pouvaient répondre aux questions, même s'ils étaient évidents à partir de leur réaction qu'ils avaient compris. Donc, c'était évident, ces enfants-là n'étaient pas habitués à la parole en tant que moyen de communication, mais plutôt en tant que menace, en tant que stimuli dans une optique de maltraitance. Alors, on les a amenés voir des médecins et puis qui les ont examinés.
et qui prédit avec assurance que ces jumeaux seraient handicapés physiques et mentaux de façon permanente, non seulement permanente et irréversible. Alors, ces thèmes-là sont importants. Permanente veut dire toute leur vie, mais quelque chose peut être permanent, mais être réversible. On peut vivre un revirement de la situation, même si c'est permanent. Mais là, dans ces cas des jumeaux, leur situation était irréversible selon les diagnostics des médecins. Alors, les garçons ont d'abord suivi un programme de réhabilitation physique et ensuite fréquenté une école pour enfants ayant des troubles d'apprentissage graves. Donc, on a pris soin d'eux. Alors, ce qui ressort plus tard, pour faire une histoire courte, c'est qu'après un certain temps, les garçons ont été légalement adoptés par des femmes exceptionnellement dévouées qui ont joué leur rôle. Ils ont pu atteindre la normalité intellectuelle et émotionnelle. Ils sont sociables, heureux. Ils ont développé des liens affectifs solides avec leur famille d'accueil. Ils ont fréquenté une école pour enfants normaux avec de bons résultats. Alors, les jumeaux mènent une vie tout à fait stable, se sont mariés, sont devenus techniciens en informatique et en mécanique. Il y a le cas de Boris Cyrulnik. Lui, c'est mon mentor, pour vous dire, c'est le scientifique ayant écrit le plus sur le thème de la résilience dans le monde francophone, dans le milieu francophone. Vous allez trouver plus d'ouvrages, plus d'écrits de Dr Cyrulnik que de n'importe qui d'autre. Alors, il est né dans une famille d'immigrés juifs. Ses parents meurent lors de leur déportation vers les camps de concentration nazis. Alors, les camps de concentration nazis, c'est là que, sous le régime nazi d'Hitler, c'est là qu'on emmenait les Juifs pour les exterminer dans des chambres à gaz, après les avoir séparés de leurs parents, les laisser dans des situations complètement carencées où la nourriture manquait, le vêtement, c'était ignoble ce qui se passait. Alors, lui, il venait d'une famille immigrée juive, il a connu les camps nazis, il a été séparé brutalement de ses parents alors qu'il n'avait que 5 ans. Il se retrouvait tout seul au monde. Il était confié à une pension pour lui éviter d'être arrêté par les nazis et placé ensuite à l'assistance publique. Alors, on ne parlait pas aux enfants sans famille à l'époque. Un enfant sans famille était sans valeur, était complètement abandonné. Il n'y avait pas comme l'aide à l'enfance d'aujourd'hui, tout ça. Il n'y avait pas d'organisme dans la société qui prenait soin des enfants. Un enfant sans famille devait seulement travailler dans les champs, recevoir des coups sans se laver, sans se changer. C'était quasiment comme un zombie de ces temps-là. Donc, une institutrice bordelaise, Marguerite Fage, cache Dr Cyrulnik chez elle, et regroupée avec d'autres juifs, beaucoup d'enfants. Donc, il y avait une rafle des nazis. Il parvient à se cacher dans des toilettes. Alors, vous imaginez cet enfant-là qui court comme un rat, qui se cache comme un rat, qui fuit la mort à cet âge-là, tôt dans sa vie comme un rat, qui se cache dans des camionnettes, se cache dans des toilettes pour pouvoir échapper au camp nazi. Alors, il a connu entre 10 et 15 familles d'accueil et d'orphelinat. Il est ensuite pris en charge et caché, puis placé comme garçon de ferme sous le nom de Jean Laborde. Il a dû changer de nom jusqu'à la libération. Alors, il est accueilli à Paris par une tante qui l'élèvera. Alors, c'est important de voir tout au cours de ces périodes durant lesquelles il naviguait, il essayait de s'adapter, de se cacher. Il y avait toujours quelqu'un de significatif, un lien avec lequel il était en permanence. Donc, cette expérience personnelle traumatisante, c'est ça qui lui poussa à devenir psychiatre. Alors, ce qui ressort de ce cas, c'est que la persévérance joue beaucoup dans la stratégie d'adaptation pour devenir résilient. L'importance de chercher et de comprendre le sens du chemin parcouru. On va voir ça plus tard, de ne pas rester prisonnier du passé, de la blessure intérieure, de l'inquiétude et de l'angoisse du réel. Alors aujourd'hui, Boris Cyrulnik, également neurologue, éthologue et psychiatre, est surtout connu pour avoir développé en France, en Europe, dans le monde francophone,
le concept de la résilience. Alors, c'est mon mentor, je suis fier de ça, c'est lui qui m'a aidé à comprendre ce champ-là. Alors, il y a aussi le cas de Helen Keller. Ça dépasse l'entendement humain, ça dépasse toute attente. Alors, lorsqu'elle est âgée de 24 mois seulement, victime d'une congestion cérébrale, elle est devenue sourde, aveugle, muette, les trois en même temps. Alors, à 24 mois, sourde, aveugle et muette en même temps. Alors, quand on est sourd, on est aveugle, on est coupé évidemment du monde parce que on vit dans le noir pour ce qui est de la vision, puis on n'entend rien et on ne peut s'adresser à personne. Alors, donc elle est perçue comme un enfant sauvage, impossible à éduquer. On comprend pourquoi. Alors, pour éviter les crises, les parents comblent tous les désirs d'Hélène. Et ça, en tant que parent, on comprend le réflexe de ces parents-là, le côté humain, qui voulait tout simplement combler les désirs d'Hélène, lui donnant un bonbon pour la calmer quand elle se met en colère. Mais ça n'a pas aidé apparemment parce que plus tard, les parents ont été voir des spécialistes, passer de spécialiste en spécialiste, et à chaque fois, c'est la déception. Le cas d'Hélène devenait trop lourd. Un jour, il y a eu une institutrice dans l'institution Perkins à Boston qui a connu une femme, qui a travaillé avec une jeune femme comme Hélène et avec qui on communique en lui épelant les mots dans la main à l'aide d'un alphabet spécial. Alors, si cette femme a réussi, les parents se disaient, pourquoi pas Hélène? Alors, ses parents font appel à Anne Sullivan, une jeune éducatrice de 20 ans qui s'installe chez les Keller et s'occupe d'Hélène alors qu'elle est âgée de 7 ans. Début difficile, et on ne savait pas comment faire comprendre à la fillette ce qui est bien, ce qui est mal, et qui sont des notions primaires qu'on apprend aux enfants, etc. Donc, vu qu'elle ne pouvait pas entendre, donc c'était impossible de lui transmettre ces notions-là. Et courait vite vers ses parents qui continuaient à tout céder à Hélène. Alors, Anne Sullivan a décidé de s'isoler avec Hélène dans une maison au fond du jardin familial. Et comme ça, les deux ont pu développer un lien solide, un lien social solide. C'est ainsi que Anne va apprendre à Hélène à communiquer grâce à l'alphabet manuel en lui épelant tous les mots dans la main. Donc, c'est une stratégie que je vous invite à aller voir pour aller le comprendre mieux. L'évolution est lente, bien entendu, un jour, jusqu'à ce qu'un jour, l'enfant a pu comprendre qu'il ne s'agit pas d'un jeu, qu'il ne s'agissait pas d'un jeu, mais d'un mode de communication. Alors, Hélène finit par utiliser des signes pour demander des objets précis. Les parents constataient les progrès d'Hélène, de gros progrès concernant la communication, le respect à l'autorité, puis Hélène ne fait plus de crise. Alors, bien qu'elle fût sourde, aveugle, elle parvient à obtenir un diplôme universitaire. Ça c'est encore rien. Et sa détermination a suscité l'admiration principalement aux États-Unis. Elle a écrit 12 livres, croyez-le ou non, elle a écrit 12 livres, allez vérifier vous-même, et de nombreux articles au cours de sa vie. Donc, elle est la fondatrice de l'organisation Helen Keller International, présente dans 22 pays qui soutient la prévention de la cécité et la réduction de la malnutrition dans le monde. Il y a aussi le cas d'Oprah, dont plusieurs d'entre vous connaissez. Vous connaissez Oprah Winfrey. Née d'une mère célibataire, adolescente, dépendante de l'aide sociale dans le Mississippi rural à l'époque, enfant non désiré, parce que on pense que c'est suite à plusieurs pensent que c'est suite à un épisode de viol que la mère d'Oprah fut tombée enceinte d'elle, et non désirée, et d'avant en arrière, instable. Donc ça crée de l'instabilité dans sa vie, va-et-vient vers sa grand-mère, ensuite son père au moment où elle avait seulement 14 ans. Donc, elle a vécu dans la pauvreté et a souffert d'abus sévères pendant plusieurs années. Elle-même a dit, en ses propres mots, en ses propres termes, j'ai été battue régulièrement. Donc, elle a déclaré à David Letterman lors d'une série de conférences à l'université Ball
à l'université Ball State. Donc, c'est elle qui a déclaré ça, qu'elle a été battue régulièrement. Alors, le cas dont elle se souvient le plus, qui l'a traumatisé le plus, c'est un dimanche. Et sa grand-mère l'a tellement fouettée qu'elle avait des blessures au dos et des saignements. C'est ça qu'elle a dit. Et puis, j'ai ensuite taché sa bonne robe de dimanche. Alors, j'ai eu toujours en ses propres mots une autre volée, bastonnade, à cause du sang sur la robe. Donc, voilà une jeune femme qui a été battue jusqu'au sang, et le sang qui est issu, qui vient de ce châtiment corporel et qui a souillé sa robe, elle a été punie pour ça. Elle a reçu une autre volée pour ça. Donc, elle était aussi seule la plupart du temps, et à cause de la pauvreté de sa famille, les conditions étaient mauvaises pour Oprah Winfrey. Donc, à 6 ans, elle est allée vivre avec sa mère au Milwaukee, au Wisconsin. Sa mère travaillait de longues heures comme domestique, donc ça faisait en sorte que Oprah était un peu délaissée à la maison, négligée. Donc, elle a été confiée à son cousin de 19 ans qui l'a violée. Alors, vous voyez le parcours, essayez de comprendre le parcours depuis sa plus tendre enfance jusqu'à 19 ans. L'adversité continue. Maintenant, à 19 ans, c'est le viol par son propre cousin de 19 ans. Donc, elle a continué à subir des sévices corporels de la part d'autres parents, y compris le petit ami de sa mère, donc le chum de sa mère, et lui a infligé aussi des abus jusqu'à l'âge de 13 ans lorsqu'elle s'est enfuie chez elle. Donc, à 14 ans, elle est tombée enceinte. Le bébé est décédé peu de temps après sa naissance. Donc, ça encore, c'est des traumatismes énormes. Elle a emménagé avec son père au Tennessee. Le père a fait de l'éducation une priorité. Donc, c'est ça. Donc, vous allez voir que comme dans le cas des autres, comme dans les autres cas que j'ai mentionnés, il y a toujours eu un lien significatif avec la personne abusée, la personne traumatisée. Donc, le père a fait de l'éducation une priorité pour Oprah. Mon père, en ses propres mots, elle a dit, mon père a changé ma vie en insistant pour que je sois plus ce que j'étais, a déclaré Oprah. Donc, son amour pour l'apprentissage m'a montré la voie. Elle a commencé à fréquenter le Nashville East High School, où elle a pris la parole, elle a appris le théâtre et a même été présidente de l'école. Elle a été élue présidente de l'école. Donc, elle a reçu une bourse d'études. Elle a complété l'université d'État au Tennessee après avoir remporté un concours d'art oratoire. Donc, elle a eu quelques emplois de radiodiffusion avant d'être nommée animatrice de talk show pour une émission matinale intitulée People Are Talking. People Are Talking. De là, sa carrière naissante, sa carrière est partie, bien connue. Elle accepte un travail en tant qu'hôte de AM Chicago, qui est devenu le talk show le mieux classé de Chicago et a été rebaptisé de Oprah Winfrey Show. Et depuis lors, c'est le Oprah qu'on connaît, l'une des femmes les plus riches, les plus influentes dans le monde. Cette femme-là a un pouvoir de contribuer à l'élection du président. Il n'y a pas un président tous les présidents en campagne doivent aller participer à l'émission d'Oprah Winfrey pour bénéficier, pour faire passer, si on veut toucher l'électorat féministe, l'électorat un électorat spécial, il faut aller à l'émission d'Oprah, tellement cette femme a de l'influence. Donc, ce qui ressort, c'est l'importance du lien, de l'environnement. Il y a toujours un lien, un environnement. Donc, c'est un processus non linéaire. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. La volonté aussi, le courage, la ténacité, le fait de ne pas se laisser vaincre, le fait de se dire « je vais continuer malgré tout », ça ne veut pas dire que, en se disant ça, les personnes ont été fortes. Il s'agit d'utiliser ce qui nous reste comme force après avoir tout perdu, ce petit brin de force, la force du désespoir, comme on l'appelle, d'avoir une ou des personnes significatives dans sa vie aussi. Donc, le pouvoir d'Helen Keller de montrer
à ceux qui la cataloguaient dans le rôle d'aveugle, de sourd, de maître, qu'elle n'était pas que cela. Alors, fait très important, c'est que ces gens-là, ces gens qui passent par ces situations-là, ils souffrent en plus du traumatisme, en plus de l'adversité, en plus de la crise, en plus de l'anxiété, ils vont souffrir du stigma, de la stigmatisation sociale, le regard de la société sur ces gens-là, le regard méprisant parfois, douteux de la société. Donc, Hélène, qu'elle a démontré à ceux qui la stigmatisaient qu'elle n'était pas que l'adversité, que les situations difficiles. Alors, qu'est-ce qui favorise la résilience? Qu'est-ce qui facilite la résilience? Quels sont les éléments constructeurs de la résilience? Il se divise, en résumé, en deux catégories. Les facteurs individuels, il y en a qui sont nés à la personne, la biologie de la personne, les facteurs psychologiques et les facteurs environnementaux liés à la famille, le milieu, l'environnement, etc. Donc, on a des tempéraments doux, bons, naturels. Voici la liste des facteurs individuels à l'écran: sentiment d'auto-efficacité, la capacité de naviguer, de chercher du soutien, de sentiment de compétence sociale, capacité à faire face au stress, etc., l'empathie, l'humour, le contrôle interne, des parents chaleureux, un soutien parental, de bonnes relations, un soutien solide et familial, capacité de la famille à résoudre les problèmes. Et donc, dans l'environnement aussi, il y a le réseau de soutien social, la présence de personnes aidantes. Ça fait une grande différence dans la vie de ces personnes-là quand on trouve des personnes aidantes, des milieux de soutien qui favorisent l'autonomie ou l'autonomisation, ce qu'on appelle le empowerment en anglais, et la stabilité, le contrôle. Donc, ça se construit sur deux éléments majeurs: le lien interpersonnel, intrapersonnel, puis le sens, le lien interpersonnel et intersubjectif, et le sens intrapersonnel et intrapsychique. Alors voilà, c'est quasiment tout. Donc, pour cette première partie sur la résilience, alors j'espère qu'on a pu comprendre d'abord comment est-ce que ça a émergé, les personnes résilientes, quelques exemples de cas et les facteurs, les éléments facilitateurs de la résilience. Merci beaucoup.